Un garçon noir sans abri changea la vie d'une riche blonde enceinte en difficulté des années plus tard. « Dégage, sale gamin. Tu fais fuir mes clients !» cria Anderson, le vigile du centre commercial de luxe, en repoussant avec force le garçon de 15 ans qui cherchait un abri sous le grand auvent doré de l'entrée principale. Kevin Williams tomba sur le sol mouillé, ses vêtements en lambeaux s'imbibant encore plus dans la flaque sale qui l'entourait. Les femmes élégantes détournaient le regard avec dégoût tandis que les hommes en costume murmuraient des commentaires sur ces gens qui insistaient pour envahir les lieux décents. Le bruit de la pluie frappant les vitres se mêlait aux murmures de désapprobation qui résonnaient dans le hall luxueux. « Regarde ça. Elle ne devrait même pas être ici », murmura Patricia Blackwell, une mondaine célèbre pour ses soirées caritatives et ses couvertures dans les magazines. Elle ajusta son sac-herme sur son épaule et parla assez fort pour que les autres entendent. Ces gamins des rues sont tous les mêmes, de petits voleurs cherchant une occasion. Il faudrait mieux contrôler cet endroit. Kevin se releva lentement, essuyant le sang sur son genou écorché avec le revers de la main. À 15 ans, il avait déjà appris que le monde avait des places bien précises pour des gens comme lui, et ce n'était sûrement pas ici, parmi les boutiques de luxe et l'air conditionné qui soufflait dès qu'une personne importante entrait ou sortait. Sa mère lui avait toujours dit qu'un jour les choses changeraient. Mais elle était partie il y a 3 ans, ne laissant que des promesses et une foi que Kevin peinait à garder vivante. Mais à cet instant, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il s'enfuit comme un animal blessé, quelque chose de différent se produisit. Kevin resta immobile, observant chaque visage autour de lui avec une sérénité qui dérangea certains présents. Ses yeux révélaient une intelligence que personne n'attendait et une force silencieuse qui contrastait violemment avec son apparence fragile. Anderson fit un pas vers lui, prêt à le pousser plus violemment, quand un bruit sourd et sec résonna parmi les plantes décoratives du centre commercial. C'était le bruit distinct de quelqu'un qui tombait lourdement sur le marbre poli. Parmi les vases de plantes ornementales coûteuses, une femme blonde d'une 30aine d'années gisait inconsciente sur le sol froid, une petite flaque de sang commençant à se former sous sa tête. Ses ongles manucurés s'enfonçaient dans le sol alors que son corps convulsait en spasmes involontaires. Victoria Hartwell, héritière d'un empire immobilier valant des millions, était inconsciente et en travail prématuré. Sa robe Chanel était tachée de sang. Ses bijoux précieux jonchaient le sol comme des étoiles tombées. Le collier de perles, plus cher que ce que beaucoup gagnent en une année, était brisé, laissant une traînée blanche sur le marbre sombre. Personne n'avait remarqué sa chute. Tous étaient trop occupés à ridiculiser le gamin des rues pour voir que là, à quelques pas, un vrai drame se jouait en silence. Kevin s'approcha silencieusement de la femme inconsciente, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le sol froid. Victoria perdait beaucoup de sang, ses lèvres viraient au bleu inquiétant. Sa respiration était irrégulière et laborieuse. Kevin comprit qu'elle était en travail, quelque chose qu'il avait appris en observant d'autres femmes enceintes dans sa communauté. Sans hésiter une seconde, il retira son t-shirt mouillé et déchiré pour appuyer fermement sur la blessure à la tête. Avec le soin et la précision de quelqu'un habitué à sauver des vies dans des situations similaires, il la plaça sur le côté pour faciliter sa respiration et éviter qu'elle ne s'étouffe. Puis, il prit une grande inspiration et cria aussi fort qu'il put, « À l'aide ! Il y a une femme qui a besoin d'urgence d'un médecin. Elle saigne beaucoup. » Les têtes se tournèrent instantanément, comme si un sort venait d'être brisé. Le vigile Anderson accourut en suivant le son, suivi par la foule curieuse qui avait soudainement quelque chose de vraiment intéressant à regarder. Lorsqu'ils virent la scène, Kevin à genoux, torse nu, pressant la blessure de Victoria, les conclusions furent immédiates, dévastatrices et complètement fausses. « Mon Dieu, il l'a attaqué !» hurla Patricia, pointant Kevin comme s'il était un tueur en série. « Je le savais. Appelez la police tout de suite. » Anderson saisit brutalement Kevin par le bras, lui tordant derrière le dos, ce qui fit pousser au garçon un grognement de douleur. « Espèce de petit bâtard, qu'est-ce que tu lui as fait? Avoue. »« Je n'ai rien fait. Elle était déjà comme ça quand je l'ai trouvée. Elle a besoin d'un médecin, d'urgence. » Kevin tenta d'expliquer, mais sa voix fut noyée par les cris hystériques de la foule rassemblée. « Criminel, voleur. Regardez ce qu'il a fait à cette pauvre femme. » Les accusations fusaient de toutes parts comme des projectiles. Les smartphones apparaissaient instantanément pour filmer la scène sous tous les angles. Kevin savait que dans quelques minutes, il serait partout sur les réseaux sociaux, catalogué comme un délinquant juvénile confirmant tous les préjugés raciaux que ces gens portaient avec fierté déguisée en indignation morale.
Mais alors que la tempête de haine et d'ignorance grandissait autour de lui comme un ouragan, Kevin gardait les yeux fixés sur la femme blessée, continuant d'appuyer sur sa blessure même sous la douleur du vigile et les cris pour son arrestation immédiate. Il y avait dans son regard une détermination calme et une vraie compassion qui ne correspondait ni à l'image d'une victime sans défense que tout le monde voulait voir, ni à celle du criminel violent qu'il cherchait à fabriquer. Là, entouré d'une foule avide de sang et de réponses faciles, Kevin détenait quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Une force intérieure forgée dans l'adversité et une intelligence aiguisée par des années de survie. Il avait mémorisé chaque visage, chaque nom crié, chaque fausse accusation. Et ceux qui connaissent la vraie force savent qu'elle grandit précisément dans le silence de l'injustice, accumulant de l'énergie pour le moment venu où elle doit enfin se révéler. Si cette histoire de dépassement des obstacles vous touche, et que vous voulez découvrir comment un simple acte de bonté peut tout changer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite va vous surprendre plus que vous ne l'imaginez. Les sirènes d'ambulance. Les sirènes de l'ambulance résonnaient dans le centre commercial comme un chœur dramatique, mais lorsque les secouristes arrivèrent, la scène qu'ils découvrirent était déjà complètement déformée. Anderson maintenait Kevin immobilisé contre le mur de marbre, tandis que Patricia Blackwell racontait sa version des faits avec une performance théâtrale digne d'une actrice chevronnée. « J'ai tout vu. » Ce garçon se cachait derrière les plantes, attendant que la victime passe. Quand elle est tombée, il en a profité. Patricia gesticulait avec emphase, sa bague en diamant captant la lumière des caméras de téléphone qui entouraient désormais la scène comme des vautours numériques. Le chef des secouristes, Robert, s'agenouilla auprès de Victoria et remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. Cette blessure était due à une chute, pas à une agression. Et quelqu'un avait prodigué les premiers soins correctement. Elle avait été placée sur le côté et une pression avait été appliquée sur la plaie. Celui qui avait fait ça lui avait sauvé la vie. C'est moi qui l'ai aidé. Je sais faire les premiers soins parce que ma mère l'était, expliqua Kevin. Mais Anderson serra encore plus fort son bras contre son dos, l'interrompant par une nouvelle poussée violente. Tais-toi, gamin. Personne ne veut entendre tes mensonges. Grogna Anderson, visiblement satisfait du pouvoir que lui donnait la situation. Patricia s'approcha des caméras, les yeux brillants d'attention. Vous devez comprendre que des endroits comme celui-ci attirent ce genre de personnes. Elles viennent ici à la recherche d'opportunités. Et quand elles trouvent une femme vulnérable, elle secoua la tête avec une fausse tristesse. Victoria commençait à reprendre conscience, ses yeux confus cherchant à se concentrer. Le garçon, où est le garçon qui m'a aidé, furent ses premiers mots. Patricia s'avança rapidement. Ne vous inquiétez pas, cher. Nous avons déjà capturé le coupable. Vous êtes en sécurité maintenant. Non. Victoria essaya de se redresser. Vous ne comprenez pas. Il m'a sauvé. J'étais en train de perdre connaissance et il a été le seul à m'aider. Patricia, avec une autorité médicale qu'elle ne possédait pas, répliqua. C'est courant que les victimes d'agression soient désorientées. Kevin observa tout cela avec une sérénité déconcertante. À 15 ans, il avait déjà appris que la vérité perd souvent face aux récits plus commodes. Tandis que les accusations fusaient, il cataloguait mentalement chaque détail. Patricia Blackwell, un nom qu'il reconnaissait des rapports sur des fraudes dans des ONG. Anderson, le tatouage sur son poignet révélait des affiliations que sa mère lui avait toujours conseillé d'éviter. « Je veux parler au garçon », insista Victoria, tentant de se lever. « Ce ne sera pas possible », intervint un policier récemment arrivé. Le suspect sera emmené pour interrogatoire. Kevin parla enfin, sa voix calme perçant le chaos. « Madame Victoria, comment vont les bébés ?» Un silence soudain tomba sur le groupe. Victoria le regarda, surprise. « Comment savez-vous » demanda-t-elle. D'après sa position et ses mouvements, probablement des jumeaux. Et d'après son rythme respiratoire, l'un d'eux est en détresse. C'est pour ça que vous avez perdu connaissance. Robert regarda Kevin avec un réel intérêt. Ma mère était infirmière en obstétrique à l'hôpital général. Elle m'a appris à reconnaître les signes d'une grossesse à risque avant de mourir il y a 3 ans, répondit Kevin avec une dignité qui contrastait avec le traitement qu'on lui réservait. Victoria éclata en larmes de soulagement. Il a raison, ce sont bien des jumeaux et j'avais des contractions. Patricia sentit son récit s'effondrer et changea de tactique. Ça ne change rien au fait qu'il était là où il ne devait pas être. Mais quelque chose avait changé dans le regard de Kevin. Ce n'était plus celui d'une victime sans défense, mais celui de quelqu'un qui analyse,
fait des liens, planifie. Il observa les bijoux chers de Patricia, comment Anderson abusait de son autorité, comment il traitait le personnel avec mépris. « Vous pensez savoir qui je suis » dit Kevin calmement. Sa voix fit se tourner certains. « Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. » Alors qu'on menottait Kevin et qu'on l'amenait vers la voiture de police, il garda ses yeux fixés sur chaque personne qui avait participé à cette injustice. Son esprit photographiait les visages, mémorisait les noms, absorbait chaque humiliation. Patricia salua les caméras comme une héroïne. Anderson reçut des louanges pour son action rapide. La foule se dispersa, satisfaite d'avoir assisté à une nouvelle confirmation de ses préjugés. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer, c'est que ce garçon sans importance portait non seulement les connaissances médicales héritées de sa mère, mais bien plus encore, la capacité de transformer l'injustice en carburant, l'humiliation en détermination et la sous-estimation en avantage stratégique. Chaque humiliation nouvelle renforçait en lui une force silencieuse, alimentée par l'injustice qu'il cherchait à lui imposer. Ce que ces privilégiés ignoraient, c'est que chaque acte de mépris écrivait leur propre sentence de défaite, et que le garçon qu'ils venaient de sous-estimer détenait des secrets qui allaient transformer leur vie d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. À la prison, Kevin fut jeté dans une cellule surpeuplée où l'odeur d'urine et de désinfectants bon marché créait une atmosphère étouffante. Les autres détenus l'observaient avec curiosité. Un garçon trop maigre pour être dangereux, trop propre pour être un vrai criminel. « Et gamin, qu'est-ce que t'as fait » demanda un homme d'âge moyen, les bras tatoués. « J'ai sauvé la vie d'une femme enceinte » répondit Kevin simplement, provoquant des rires dans toute la cellule. Pendant ce temps, à l'hôpital privé le plus exclusif de la ville, Victoria Hartwell luttait contre ses contractions prématurées tandis que des spécialistes s'affairaient à stabiliser sa grossesse de jumeaux. Entre deux contractions, elle insistait auprès de tous ceux qui voulaient l'entendre. « Le garçon m'a sauvé. Vous avez la mauvaise personne. » Le docteur Marcus Steinberg, son obstétricien privé, essayait de la calmer. « Victoria, vous devez vous concentrer sur les bébés maintenant. Laissez la police s'occuper du reste. »« Non !» cria-t-elle en saisissant son poignet avec une force surprenante. Ce garçon savait que j'attendais des jumeaux rien qu'en me regardant. Il a des connaissances médicales. Je veux parler à mon avocat. 3 heures plus tard, Jonathan Pierce, avocat pénaliste réputé, reçut un appel urgent de sa cliente la plus importante. Connu pour ne jamais perdre une affaire et pour facturer des honoraires dépassant le prix de plusieurs maisons, Pierce était d'abord sceptique. « Victoria, tu es stressée à cause de cet accouchement prématuré. Un gamin des rues avec des connaissances médicales? Ça n'a pas de sens. » Victoria rétorqua. « Jonathan, je te paie pour gagner les cas impossibles, pas pour remettre en question ma santé mentale. Va à ce poste de police maintenant. » Alors que Pierce conduisait à contre-cœur vers le poste, Patricia Blackwell donnait des interviews à 3 chaînes différentes. Patricia Blackwell donnait des interviews à plusieurs chaînes de télévision. Vêtue d'un tailleur qui coûtait plus que le revenu annuel de nombreuses familles, elle était devenue la porte-parole officieuse de la sécurité publique. Cet incident montre parfaitement pourquoi nous avons besoin de contrôles plus stricts sur ces gens, déclara Patricia aux caméras, les yeux brillants sous les projecteurs médiatiques. Les centres commerciaux sont des lieux familiaux, et nous ne pouvons pas les laisser devenir des zones dangereuses. Anderson profitait également de ces 15 minutes de gloire, donnant des interviews à des blogs de sécurité privée et recevant des offres d'emploi de plus grandes entreprises. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait avec ce gamin, » mentit-il effrontément. « Mon instinct de sécurité ne me trompe jamais. » Dans sa cellule, Kevin restait silencieux, mais son esprit fonctionnait à toute vitesse. Il avait mémorisé chaque détail du centre commercial, chaque personne impliquée, chaque mensonge raconté. Plus important encore, il avait remarqué quelque chose qu'aucun adulte n'avait vu. Victoria n'était pas tombée par accident. Lorsqu'il fut enfin conduit pour un interrogatoire, Kevin trouva face à lui 2 détectives de la brigade qui avaient clairement décidé qu'il était coupable avant même d'entendre sa version. Le détective Murphy, un homme ventripotent à l'haleine de vieux café, bâilla presque en lui lisant ses droits. « Écoute, gamin, on a des témoins, des preuves, un mobile. Ta meilleure chance est de plaider coupable et peut-être que tu auras un accord. »« Je voudrais passer un coup de fil, » dit calmement Kevin. Murphy rit. « Pour qui? Tu as un avocat ?» Une voix autoritaire résonna alors dans la pièce. Jonathan Pierce fit irruption, vêtu d'un costume à $3000, sa présence changeant instantanément l'atmosphère.
Mon client ne dira plus un mot sans ma présence. Et vous, dit-il en pointant les détectives du doigt comme s'ils étaient des enfants désobéissants, avez exactement 24 heures pour fournir de vraies preuves ou je poursuis ce département pour arrestation illégale et discrimination raciale. Murphy tenta de protester, mais Pierce continua. Oh, et détective Murphy, je vous suggère de vérifier les caméras de sécurité du centre commercial avant de continuer cette mascarade. Toutes les 16 caméras. 2 heures plus tard, Kevin était libéré sous caution payée par Victoria Hartwell. Mais le vrai travail ne faisait que commencer. Pierce emmena Kevin dans son bureau, un espace imposant au 40e étage d'un gratte-ciel offrant une vue panoramique sur la ville. « Raconte-moi tout depuis le début », dit Pierce en allumant un enregistreur professionnel. Kevin raconta son histoire avec une précision chirurgicale, incluant des détails observés mais que personne ne lui avait demandé. Pierce prenait des notes avec frénésie, s'arrêtant parfois pour poser des questions précises qui montraient son expérience des dossiers complexes. « Kevin, tu as dit avoir remarqué quelque chose d'étrange dans sa chute. » « Quoi exactement ? » ?»« L'angle était bizarre. Quand on s'évanouit, on tombe en avant ou sur le côté. Elle est tombée en arrière comme si on l'avait poussée, et il y avait une marque rouge sur son poignet, comme si quelqu'un l'avait saisie fortement. » Pierce cessa d'écrire et regarda Kevin droit dans les yeux. « Tu as remarqué ça tout de suite. » ?»« Oui. Ma mère m'a toujours appris à tout observer. Elle disait que les gens comme nous doivent être 2 fois plus intelligents pour avoir la moitié des opportunités. » À ce moment-là, Pierce comprit qu'il n'avait pas affaire à une victime ordinaire, mais à quelqu'un doté d'une intelligence rare, forgée par la nécessité et aiguisée par l'injustice. Plus important encore, il réalisa que Kevin avait retenu des informations cruciales qui pouvaient non seulement l'innocenter, mais aussi révéler quelque chose de bien plus grand. Pendant que Patricia donnait une autre interview, et qu'Anderson recevait des propositions d'emploi mieux rémunérées, aucun d'eux ne se doutait que leur vie allait être disséquée par un duo implacable, un avocat qui ne perd jamais, et un garçon de 15 ans qui avait appris à voir des vérités que les adultes privilégiés préféraient ignorer. Lorsque Pierce commença à revoir les images des caméras de sécurité, quelque chose d'extraordinaire commença à prendre forme. Non seulement des preuves de l'innocence de Kevin, mais aussi des indices d'une conspiration qui allait transformer cette affaire d'une simple fausse accusation en un scandale secouant les fondations de l'élite locale comme personne ne l'aurait imaginé. La salle de conférence de Pierce était remplie d'officiels quand les images des caméras de sécurité commencèrent à défiler sur un écran de 60 pouces. Patricia Blackwell et Anderson avaient été invités, ainsi que des représentants du centre commercial, des détectives, des procureurs et des journalistes de 3 chaînes de télévision. Caméra numéro 7, 15h42, annonça Pierce en appuyant sur la télécommande. Regardez attentivement ce qui se passe derrière les plantes ornementales. L'image montrait Victoria marchant seule vers les plantes quand une silhouette masculine s'approcha d'elle par derrière. C'était Anderson. Il la suivit discrètement, vérifiant que personne ne regardait, puis la poussa violemment contre un pot de plantes. Victoria a frappé sa tête contre le marbre et s'est immédiatement évanouie. « Ça doit être une erreur de montage », balbutia Patricia, le visage pâlissant. « Les images ont dû être altérées. » Pierce sourit froidement. Caméra numéro 12. Même heure, angle différent. La deuxième vidéo montrait le même événement avec une clarté cristalline, y compris le moment où Anderson vérifia que Victoria était inconsciente avant de s'éloigner rapidement. Anderson tenta de se lever de sa chaise, mais 2 agents de sécurité privée engagés par Pierce le maintinrent assis. « Je peux expliquer. Elle se comportait de manière suspecte. »« Suspecte comment ?» demanda Pierce, la voix lourde de sarcasme. « En étant enceinte ? Ou peut-être en respirant trop fort parce qu'elle est riche ?» Kevin, assis silencieusement à côté de Pierce, prit finalement la parole. La caméra numéro 3 montre ce qui s'est passé 5 minutes avant l'incident. Anderson a reçu un appel et a regardé Victoria. Puis il s'est dirigé vers les plantes. La 3e vidéo confirma exactement cela. Anderson répondit à son téléphone, regarda Victoria avec une expression déterminée, puis s'avança délibérément pour l'intercepter. Patricia était visiblement paniquée. « Ça ne prouve rien. Même si Anderson a fait une erreur, je n'ai fait que rapporter ce que j'ai vu. » « Ah, à ce propos. » Pierce sortit un dossier et en tira plusieurs feuilles. Voici l'historique complet de ses appels téléphoniques ce jour-là. 3 appels à Anderson dans les 20 minutes précédant l'incident, ainsi qu'un texto très intéressant. Il lut à haute voix « J'ai besoin d'un service urgent.
La femme Hartwell sera au centre commercial aujourd'hui. Assurez-vous qu'elle est un accident qui justifie une fausse couche. Je paierai 50 000 $ si ça a l'air crédible. Le silence dans la salle était assourdissant. C'est un faux. Je n'ai jamais écrit ça. L'expertise numérique a déjà confirmé son authenticité, poursuivit Pierce sans pitié. De plus, nous avons les relevés bancaires des transferts effectués depuis votre compte vers celui d'Anderson au cours des 6 derniers mois. Apparemment, ce n'était pas le premier service que vous lui demandiez. Anderson craqua enfin. Elle m'a promis un meilleur poste. Elle m'a dit que si je faisais quelques petites choses, elle me recommanderait à des sociétés de sécurité plus prestigieuses, dit-il en pointant dramatiquement Patricia. C'est elle qui a tout planifié. Moi, j'ai juste exécuté. Tais-toi, espèce d'idiot, hurla Patricia, perdant complètement le calme et l'élégance qu'elle arborait toujours en public. Kevin se leva lentement, attirant l'attention inattendue de toute la salle. Puis-je demander pourquoi vous vouliez faire du mal à Victoria Hartwell? Demanda-t-il calmement. Patricia le regarda avec une haine pure. Comme si tu pouvais comprendre. Les gens comme toi ne comprendront jamais comment le monde fonctionne vraiment. Essayer quand même de m'expliquer, dit Kevin avec calme. Victoria a tout hérité, un empire familial, des connexions, de l'argent. Et en plus, elle était enceinte de jumeaux qui hériteraient encore plus. Patricia était désormais hors de contrôle. Alors vous avez décidé que la solution, c'était de tuer des bébés innocents? Demanda Kevin, sa voix glaciale faisant frissonner certains. À cet instant, la porte s'ouvrit. Victoria entra, marchant difficilement, mais avec détermination. Ses jumeaux avaient survécu à l'attaque. Et elle avait insisté pour être présente et voir la justice être rendue. Patricia, dit Victoria d'une voix calme mais pleine d'autorité. Nous nous connaissons depuis 10 ans. Je te considérais comme une amie. Je t'ai confié des secrets de famille. Et tu as essayé de tuer mes enfants par jalousie. Patricia tenta une dernière carte désespérée. Victoria, tu dois comprendre. J'avais des problèmes financiers. Ma propre entreprise faisait faillite. Ton entreprise a fait faillite parce que tu as détourné des fonds de 3 associations caritatives, l'interrompit Pierce en sortant d'autres documents. Nous avons aussi les preuves de ça. 400 000 $ destinés à des enfants dans le besoin. Détournés vers ton compte personnel. Victoria regarda Kevin droit dans les yeux. Tu as sauvé la vie de mes enfants 2 fois. Une première fois en me secourant au centre commercial. Puis en réalisant que ma chute n'était pas un accident. Kevin hocha modestement la tête. Ma mère m'a toujours appris que la justice, ce n'est pas la vengeance. C'est faire en sorte que la vérité soit connue. Les détectives qui avaient arrêté Kevin étaient présents, visiblement honteux. Le détective Murphy tenta une excuse maladroite, mais Kevin l'interrompit doucement. Vous avez fait votre travail avec les informations que vous aviez. L'important, c'est que la vérité soit aujourd'hui connue. Alors que Patricia et Anderson étaient officiellement arrêtés pour tentative de meurtre, fraude et conspiration, Kevin observait la scène avec une sérénité qui contrastait avec le chaos environnant. Pierce s'approcha de lui. Kevin, Victoria voudrait te faire une offre. Elle souhaite financer tes études de médecine. Intégralement, jusqu'à la résidence. Kevin sourit pour la première fois depuis des jours. J'accepte, mais à une condition. Laquelle? Je veux me spécialiser en médecine d'urgence, pour pouvoir aider les gens comme Victoria lorsqu'ils en ont le plus besoin. Victoria s'approcha, les larmes aux yeux. Kevin, je ne pourrai jamais assez te remercier. Vous n'avez pas besoin de me remercier, répondit Kevin. Veillez simplement à ce que vos enfants grandissent en sachant que la véritable bonté existe encore dans ce monde. Alors que les menottes étaient passées aux poignets de Patricia et d'Anderson, une question flottait dans l'air. Comment un garçon noir de 15 ans, sans domicile, avait-il réussi non seulement à survivre à une conspiration aussi élaborée, mais à en faire une opportunité qui allait changer sa vie à jamais? La réponse allait révéler quelque chose d'encore plus extraordinaire sur le véritable caractère forgé quand l'adversité rencontre une âme vraiment noble. 5 ans plus tard, le docteur Kevin Williams marchait dans les couloirs du même hôpital où il avait été soigné après avoir été renversé par une voiture. Mais aujourd'hui, à 20 ans, il y travaillait comme résident en médecine d'urgence, l'une des spécialités les plus compétitives et respectées de la médecine. Docteur Williams, on a une urgence obstétrique en cours,
annonça l'infirmière en chef en lui tendant une tablette. Kevin était désormais connu dans l'hôpital non seulement pour ses compétences techniques exceptionnelles, mais aussi pour la manière dont il traitait chaque patient avec dignité, quel que soit son statut social. Ce matin-là, Victoria arriva à l'hôpital accompagnée de ses jumeaux de 5 ans, Henry et Emma, pour son rendez-vous prénatal de sa 3e grossesse. Les enfants coururent vers Kevin dès qu'ils le virent dans le couloir. « Tonton Kevin !» crièrent-ils en chœur, s'accrochant à ses jambes. Victoria sourit en les regardant. Au fil des ans, Kevin était devenu un membre de la famille Hartwell, non pas comme un protégé, mais comme un frère de cœur. « Comment vont les futurs médecins ?» demanda Kevin en s'agenouillant à leur hauteur. Henry voulait devenir pédiatre comme « Tonton Kevin », tandis qu'Emma rêvait d'être infirmière pour aider les plus démunis. Victoria les regardait avec fierté. Ils ont appris très tôt que venir en aide aux autres, c'est ça, la vraie richesse, dit-elle. Et ils savent exactement de qui ils tiennent cette leçon. Pendant ce temps, dans une petite cellule de la prison d'État, Patricia Blackwell purgeait sa peine de 15 ans pour tentative de meurtre et fraude. Ces fausses ONG avaient été dévoilées dans un documentaire national, la transformant en symbole de la manière dont certaines personnes privilégiées exploitent les causes sociales à leur profit. Anderson, quant à lui, avait été libéré après 3 ans, mais son casier judiciaire l'empêchait de travailler dans la sécurité. Il vivotait de petits boulots et évitait soigneusement le centre commercial où tout avait commencé. Incapable d'affronter ses propres démons. Pierce, devenu mentor de Kevin, lui rendait régulièrement visite à l'hôpital. « Tu sais, Kevin, en 30 ans de carrière juridique, ton affaire est celle qui m'a le plus appris sur la véritable justice. »« Que veux-tu dire ?» demanda Kevin en consultant les résultats d'un patient. « La justice ne consiste pas seulement à punir ceux qui font le mal. C'est s'assurer que des personnes comme toi aient la chance de montrer au monde qui elles sont vraiment, » répondit Pierce en regardant Kevin travailler avec la même sérénité qu'à 15 ans. Ce jour-là, Kevin reçut une lettre inattendue. Elle venait de Patricia, écrite depuis la prison. « Dr. Williams. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je veux que vous sachiez que vous m'avez appris que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous offrons au monde. » Kevin replia la lettre avec soin et la rangea. Il ne s'agissait pas de pardonner ou non. Il s'agissait de choisir de construire quelque chose de plus grand que la douleur qu'il avait subie. Le docteur Marcus Steinberg, qui travaillait maintenant avec Kevin, racontait souvent à d'autres médecins comment un enfant des rues était devenu l'un des résidents les plus prometteurs qu'il ait jamais connus. « Il a quelque chose qu'on n'apprend pas à la fac », disait-il toujours. Une compassion authentique, forgée dans la réalité de la vie quand on a soi-même eu besoin d'aide. Plus tard dans la journée, Kevin retrouva Victoria dans la cafétéria de l'hôpital. « J'ai une grande nouvelle, » dit-elle, les yeux brillants. La fondation Hartwell Williams pour l'éducation médicale vient d'être approuvée. Nous allons pouvoir offrir des bourses complètes à 50 jeunes défavorisés chaque année. Kevin sourit. La fondation venait de naître, mais son impact allait transformer des vies pour toujours. Cela avait été son idée de transformer son expérience personnelle en opportunité pour les autres confrontés à des obstacles similaires. Ma mère disait toujours que lorsque tu reçois une bénédiction, tu as le devoir de la transmettre. Et tu l'as transmise au centuple, répondit Victoria. Ce garçon de 15 ans qui m'a sauvé n'a pas seulement sauvé ma vie. Il a complètement changé la façon dont notre famille voit le monde. Ce soir-là, Kevin rentra dans son appartement près de l'hôpital. Il était simple mais confortable. Un endroit où, pour la première fois depuis la mort de sa mère, il se sentait véritablement chez lui. Sur le mur, encadré, se trouvait son diplôme de médecine, juste à côté d'une photo de lui avec Victoria et les enfants. 5 ans plus tôt, Patricia et Anderson avaient tenté de le détruire, aveuglés par leurs préjugés. Aujourd'hui, pendant que Kevin sauvait des vies et construisait des ponts entre des mondes différents, eux faisaient face aux conséquences de leurs choix motivés par la haine et l'envie. La véritable revanche de Kevin n'avait jamais été de détruire ses oppresseurs. Sa revanche, c'était de bâtir une vie si riche de sens que les opinions de ceux qui avaient voulu le limiter devenaient sans importance. Il avait prouvé que lorsqu'on transforme la douleur en mission, chaque obstacle devient une marche vers des sommets que ses détracteurs n'auraient jamais pu imaginer. Et ainsi, Kevin apprit la plus puissante des leçons. La meilleure des revanches n'est pas de faire payer ses ennemis pour ce qu'ils ont fait, mais de réussir d'une manière si authentique et inspirante qu'ils passent le reste de leur vie à se demander comment ils ont pu sous-estimer quelqu'un qui avait en lui assez de grandeur pour transformer l'injustice en justice et la discrimination en lumière pour le monde.
Si cette histoire de dépassement de soi a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui prouvent que nos origines ne déterminent pas notre destinée, mais que nos choix construisent notre héritage.